Vous êtes bien évidemment sur API Télévision dans ce rendez-vous dédié à l'émission que vous aimez bien, notre émission politique, Thermomètre de la RDC. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Toutes nos excuses pour ces décalages avec lesquels nous commençons cette émission. Autour de la table, 4 personnes avec qui nous allons naviguer justement autour d'un thème capital. Il semble aujourd'hui que la rue est en train de devenir une forme de pression pour les uns et les autres. Quand il s'agit de chanter pour le changement de la Constitution, c'est encore la rue qui prend position. Et de l'autre côté, quand il faut protester contre cette mesure, c'est encore la rue. Vous avez senti la communication de la coalition C64, mais aussi cette activité qui avait été reportée plusieurs fois. Mais de l'autre côté, vous avez senti également, la semaine passée, une marche de la jeunesse initiée le jour même de la journée dédiée à la jeunesse congolaise, et même la jeunesse dans le monde entier. Une initiative de la ministre Grace Amy Coutinho, justement pour soutenir ce concept aujourd'hui donné par le pouvoir en place. Fidèles téléspectateurs, je vais devoir donner la parole à tout un chacun sur ces plateaux. Je commence avec Arc-en-Ciel Mbikaï. Il est président de tous les émergents. Cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour très cher Cédric, je salue les camarades ici sur le plateau, je salue tous les jeunes Congolais partout où ils se trouvent, je salue tous nos mamans qui sont à l'Est, qui sont entrés aujourd'hui sous la dictature de ces personnes-là qui n'ont pas voulu servir la République par les voies légales. Mais nous pensons que tôt ou tard, ces mamans-là seront libérées par nos soldats, libérées par les FARDC. Nous sommes de cœur avec eux, ces jeunes-là qui se trouvent dans la partie est de notre pays. Et je pense que le débat sera républicain et démocratique. Effectivement. À vos côtés, le coordonnateur national du réseau des Congolais impliqués, Alfred Meonga, il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Cher estimé, bonjour. Bonjour estimé Cédric Machal, bonjour amis débatteurs ici, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de partout la mission. En tout cas, je vous salue, je sais qu'il y aura un débat de haut niveau ici. Merci beaucoup. En face de vous, je vous présente sur ces plateaux un habitué de cette émission. Il s'appelle bien évidemment Élisée Mikaba. Il est de la société civile. Cher estimé, bonjour. Bonjour, cher Cédric. Je suis très ravi, ça fait très longtemps qu'on s'est pas plus rêveux et on est là. J'espère que je salue aussi les co-débatteurs avec qui nous allons partager les plateaux et chaque Congolais qui suit cette émission. J'espère que le débat sera républicain et on va partager autour de thématiques. Merci beaucoup. Et à vos côtés, Blanchard Mondele, lui qui est analyste politique, mais proche de Nouvel Élan. Cher estimé, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aussi à tout le monde. Je profite aussi de l'opportunité pour dire aussi grand merci au président de la République, son Excellence, monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Et grand merci également à son Excellence, monsieur le Vice-Premier ministre du Budget, Adolphe Mozito, de pouvoir donner également l'opportunité, la chance à la jeunesse, à pouvoir prendre également cette voie-là sur la gestion du pays, pour avoir d'abord nommé le directeur général adjoint de la CENAPI, M. Darlin Matondo, qui les salue déjà en passant, et je souhaite également un mandat plein de succès, et vous avez également notre soutien, vous avez également le soutien idéologique de notre part. Je souhaite également un joyeux mandat au camarade Yves Gassoumoa, qui est aussi nommé comme étant le DG de l'Office national des pêches et d'aquaculture. Cette nomination nous fait énormément de joie. Ça nous fait également énormément de joie pour dire à ces camarades que vous avez complètement une mission de servir le pays. Okay. Donnez-vous au travail de la nation. Nous sommes là pour les idéologies. Nous vous soutenons de loin ou de près, j'allais parler. En plus, pour tous, c'est la jeunesse qui gagne. Merci beaucoup, Blanchard Mondele. J'ai parlé tout à l'heure. La rue, une forme de pression pour l'opposition, et même pour la majorité. Il semble que nous sommes en train de tendre petit à petit à cette forme de pression, parce que nous avons vu la semaine dernière la ministre qui a mobilisé la jeunesse. Selon elle, elle a récolté les avis justement de la jeunesse pour présenter un cahier des charges. Effectivement, elle a présenté ses cahiers des charges au président de la République, mais dans ces cahiers des charges, pour elle, ces cahiers des charges comportent justement les aspirations de la population, de la jeunesse congolaise, qui dit oui au changement de la Constitution, et la jeunesse voudrait avoir une Constitution adaptée à ses réalités. Encore une parole que je donne justement à Arc-en-Ciel Mbikaï, et puis je vais prendre Alfred.
Bien. Merci beaucoup, très cher Cédric, pour la question. Je suis déjà très ému d'être sur ces plateaux. Je rappelle que ça fait belle lurette que nous avons été ensemble encore ici sur Merci beaucoup. de la RDC. Merci. Et je l'ai annoncé officiellement la reprise sur les médias. Oui, j'ai vu les publications. Je me suis dit de commencer ici chez vous et je serai toujours disponible pour partager avec les camarades, les co-débatteurs dans les différents plateaux de télévision. Merci. Partant de votre question, moi je pense qu'aujourd'hui, tel que nous avons toujours dit, la République démocratique du Congo, moi j'ai comme l'impression qu'il y a des questions prioritaires qui devraient être débattues sur la place publique. Notre classe politique ne nous aide pas. Quand je parle de la place politique, je parle des gouvernants, et c'est là aussi qui sont dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, la question sur le changement de la Constitution, c'est une question qu'on devrait laisser dans des états sérieux aux scientifiques, à ces professeurs-là d'université qui font des recherches sur les droits constitutionnels approfondis, sur les droits constitutionnels dans notre pays. Mais nous, étant que citoyens, nous sommes là pour éclairer notre société sur ce qu'a prévu les textes de la République. Aujourd'hui, partons de la Constitution congolaise. La Constitution congolaise ne prévoit pas son changement. Déjà, ces débats-là, du point de vue scientifique, moi je ne peux pas venir ici pour débattre sur une question qui cadre avec le changement de la Constitution. Parce que notre Constitution, nulle part, elle prévoit les changements de cette Constitution-là. Parce qu'aucune clause ne les définit. Deuxièmement, notre Constitution, partant du pouvoir constituant originaire, la Constitution congolaise avait prévu, les constituants originaires avaient prévu que la Constitution, on pouvait apporter certaines modifications pour essayer d'adapter la Constitution aux réalités de la République. Mais moi, je trouve incohérent aujourd'hui que nos amis de l'Union sacrée de dire que nous devons changer la Constitution. Nous allons changer la Constitution. Pourquoi? Partons sur le plan de l'organisation du pouvoir étatique. Vous allez voir que la Constitution a posé les bases. Et nous avons les lois ordinaires et les lois organiques qui viennent pour appuyer ces lois, ces prescriptions-là pour aider la République à avancer. Donc la question sur le changement de la Constitution, étant que scientifique, je ne peux pas venir ici sur un plateau sérieux comme le terme de la RDC pour venir discuter sur cette question. Mais si on pouvait parler de la modification, j'allais être d'accord. Maintenant, partant des positions que nous voyons ici dans la sphère politique congolaise aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs cadres politiques, des camps politiques qui ont pris des positions partant de cette question. C'est pour cela que nous disons ceci. Étant que jeunes, nous les émergents, nous disons que la question sur le changement de la Constitution, c'est une question qu'on devrait laisser aux scientifiques, qui devraient développer leurs thèses, leurs doctrines sur cette question, mais partant de la réalité actuelle, partant des textes de notre Constitution que nous avons aujourd'hui, nulle part elle prévoit son changement, nulle part elle prévoit que après des décennies, nous devons changer cette constitution. Mais pour essayer d'adapter les réalités actuelles de la République à cette constitution, nous devons au moins réfléchir sur sa révision. Mais moi, j'ai une question fondamentale parce que de mon départ, je l'ai dit que les priorités ici en République démocratique du Congo ne sont pas prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, les pays sont agressés. Nous avons nos mamans de l'Est qui sont en train de souffrir. Nous avons nos frères, nos jeunes frères aussi, qui sont à l'Est du pays, qui ont les mêmes ambitions que nous qui sommes ici à Kinshasa. Nous avons vu Madame la ministre Grace Coutinho. Déjà ici, nous devons rappeler que partant des prérogatives de l'ordonnance loi qui statue sur les attributions qu'a chaque ministère, nulle part, vous allez voir que la ministre de la Jeunesse a pour compétence de réunir les jeunes pour parler sur une question qui ne cadre pas avec les textes de la République. Dans une République sérieuse, Madame Grace Coutinho devait déjà démissionner. Merci. Parce que réunir les jeunes pour discuter sur une question qui est contre les droits de la République, étant qu'homme d'État, on n'a qu'à démissionner. Merci. Parce que c'est induire toute une masse en erreur, alors que la République mérite mieux. Madame Grace Coutinho doit comprendre aujourd'hui que la jeunesse congolaise, ce n'est plus une jeunesse qui peut être manipulée facilement. Tous ces jeunes qui étaient là, au centre culturel, ils étaient corrompus. C'est ça la vérité. Parce que nous avons des preuves. Parce qu'aujourd'hui, si on me demandait, même si on me demandait d'apporter les preuves ici sur votre plateau, j'apporterai les preuves que la majorité était corrompue. Merci beaucoup, cher estimé Arc-en-Ciel Mbika. Je rappelle que vous êtes président de la structure des émergents.
Voilà. Et je donne la parole à Fred Omeonga. J'ai suivi les hypothèses qui ont été évoquées justement par rapport à cette campagne menée par la ministre de la Jeunesse. L'article 42, seul article dans cette constitution qui parle de la jeunesse, n'est-ce pas aussi un élément de détail, un élément fondamental sur lequel la ministre s'est apaisantie pour dire cette fois-ci, il faut donner à la jeunesse le pouvoir ou bien cette constitution qui sera adaptée à ces réalités, notamment l'entrepreneuriat, le travail, il y a beaucoup de choses. Ici, quand vous prenez l'article 42, on parle que de l'éducation, la santé, ainsi de suite. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut évoluer? Merci beaucoup, encore une fois de plus, Cédric Pachala, pour cette belle question. Alors, s'il faudrait parler en fait de ce qui a été fait par Madame la ministre et ce que vous venez de parler, ce que vous venez d'évoquer comme l'article 42 plutôt, tout ça. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par définir ce elle a fait. Vous savez, il y a un monsieur, il s'appelle Robert Doyle, c'est un politologue américain qui a défini en fait la démocratie étant une participation massive, effective plutôt des citoyens et leur capacité à influencer les décisions politiques. Alors, moi je pense, déjà partant de cette définition, parce que nous sommes dans un état démocratique, tout ça. Initier une telle chose comme ça, et puis embarquer des gens pour la rue, moi je ne trouve pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, parce que même la Constitution donne le pouvoir d'être dans la rue, en fait, tout ça, de revendiquer et proposer tout. Alors maintenant, si avec l'histoire de Madame Coutinho, c'est que ce qui est vrai, c'est que les prérogatives qu'elle a ne lui octroient pas en fait le droit de faire descendre les gens dans la rue. Ça, vraiment, ça montre que c'est comme si elle est une militante. On parlait même d'une activité politique plutôt qu'une initiative en faveur de la jeunesse. Plutôt. Parce que moi, je pense qu'il y a tellement de secteurs que de jeunes sont en train de se lamenter le jour au lendemain, où Madame Coutinho devrait s'en prendre. Je pense aussi que Madame Coutinho devrait également aussi, au lieu d'amener en fait un sujet qui est comme du fait actuellement, le changement de la Constitution, de la rue, je pense qu'il y a du secteur qu'elle devait normalement s'apprendre et puis trouver des solutions. Il y a de jeunes, par exemple, moi je vis un ministre qui a fait le travail du ministère de la Jeunesse, le ministre de l'Emploi en fait, qui est descendu à Kinmarché pour voir comment les jeunes sont en train de travailler, quelles sont les conditions, dans quelles conditions les jeunes là sont en train de travailler avec, et puis le ministre a vu quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient anormales pour ces jeunes-là. Tout ça, alors que c'était un travail, parce que le jeune, aujourd'hui, se sont orphelins. La jeunesse se sent orpheline aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à la tête de ce ministère qui doit normalement prendre les choses en main et puis trouver des solutions en faveur de jeunes. Quel le jeune, soit un groupe de jeunes qui a été promulgué, soit des projets de jeunes qui ont été mis en annexe, qui ont été mis en valeur par Madame la ministre. Quelle est l'initiative? Moi, j'aurais dit qu'elle a urbanisé le village d'opportunité. J'aurais dit qu'elle a urbanisé autant d'activités. Il n'y a aucune convocation. Je n'ai suivi aucune convocation, soit aucune initiative là, dans le sens de réunir le jeune et pour peut-être leur parler des choses essentielles qui les concernent. Je sais que nous avions tous vécu ici, c'est que le changement, sa communication, et puis mettre les mamans. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de mamans qui étaient dans cette activité que de jeunes. Nous avions tous visualisé les images qu'il y avait beaucoup plus de mamans qui étaient sur le terrain que de jeunes. Merci beaucoup, cher estimé Alfred Omeonga. Le jeune rencontre aujourd'hui des problèmes et il faut commencer par identifier les problèmes, leur mettre devant un fait accompli et même recycler certains s'ils ne sont pas en mesure justement d'assumer certaines responsabilités, mais aussi donner alors le pouvoir à ces jeunes-là. Je vais donner la parole à mon estimé Blanchard Mundele. Vous allez analyser et puis on va passer la parole à l'acteur de la société civile qui va poser son diagnostic sur cette problématique. Il semble aujourd'hui que les priorités
du ministère de la Jeunesse ont été bafoués. D'ailleurs, c'était une journée du 12 août dédiée à la jeunesse et dans les prérogatives de la ministre, elle devrait organiser des activités citoyennes. Mais ce que nous avons vu, c'était une activité politique, semble-t-il, pour les uns. Mais ne pensez-vous pas peut-être qu'aujourd'hui, avec cette manipulation de la rue, nous allons assister à des mêmes causes qui vont produire les mêmes effets, comme ce qu'on a vu en 2018, en 2016, en 2012 et même les autres années peu après. Vous avez la parole. Très bien, c'est une très bonne question. Je vais d'abord rapidement essayer un peu de parler. Je retiens le chronomètre pour tout un chacun. Je connais très bien mon frère qui a dit qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui prévoit le changement de la Constitution. Si vous lisez bien dans la Constitution, dans son article 218, on vous donne les dispositions, comment et qui sont censés pour modifier la Constitution. Allez-y lire, cette prérogative-là est donnée au président de la République, au Parlement. Oui, vous riez, mais la prérogative-là est donnée au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Il y a également au Parlement selon les conditions qui sont fixées par la loi. Quand bien même l'article 220 de la Constitution prévoit maintenant quels sont les articles, quels sont, elle fixe également quelles sont les matières qui peuvent être modifiées et les matières qui ne peuvent pas être modifiées. Donc, le changement de la Constitution est prévu dans l'article 218 de la Constitution. On a donné toutes les modalités qui est censé modifier la Constitution et dans quelle condition, alors que l'article 220 prévoit et fixe les modalités dans lesquelles il faut vouloir modifier la Constitution, quelles sont les matières qu'il faut modifier et quelles sont les matières qu'il ne faut pas toucher. Vous avez parlé de cette forme que la population devient justement une manipulation du côté opposition. L'opposition, quand elle est là en train de travailler pour protester contre le pouvoir en place, l'opposition utilise la population. Et lorsque le pouvoir également a besoin de faire quelques manifestations pacifiques, le pouvoir utilise quand même la même population. Ici, c'est-à-dire qu'il faut informer bien la population. Nous sommes les acteurs politiques aujourd'hui. Lorsque nous passons à la télévision, nous sommes très bien censés relayer une bonne opinion, donner une vraie information à cette population-là pour que la population ne soit pas manipulée désormais. Je vais parler de quoi là-dessus? Parce que le débat ici, c'est la modification de la Constitution. Cette Constitution-là qui connaît déjà un péché originel qui a été élaboré à Sun City, qui avait pour objectif d'élaborer une constitution provisoire qui va faire partir les belligérants. Quand les belligérants seront partis, enfin, le Congo va rester maintenant élaborer une constitution qui sera définitive où les Congolais vont devoir utiliser. Les Congolais se sont associés, ils sont partis à Sun City, ils ont élaboré une constitution provisoire qui avait pour objectif, il faut lire l'histoire, de pouvoir faire partir les belligérants. Et quand les belligérants seront partis, alors les Congolais vont se concerter pour élaborer une constitution définitive. Depuis ces jours-là, on nous a fait adopter cette constitution de 2006, de 2002, je pense de 2002, si je ne m'amuse pas. C'est celle-là que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Les belligérants sont partis. Cette constitution-là, on a commencé à l'utiliser. On n'a jamais pensé corriger le péché originel que nous avons connu à Sun City, que nous avons dit, nous élaborons une constitution provisoire pour faire partir les belligérants. Enfin, nous allons élaborer, quand les belligérants seront partis, on va élaborer une constitution définitive. Depuis ces jours-là, la constitution définitive n'a jamais été élaborée en RDC. Nous sommes partis jusqu'en 2011. Joseph Kabila lui-même a pris l'initiative de pouvoir modifier l'article 9 de la Constitution. L'article 9 de la ou plutôt l'article 71 de la Constitution, qui disait que les élections devaient réellement se faire à 2 tours, mais Joseph Kabila, a ramené les élections à un seul tour parce qu'il se sentait inférieur par rapport aux adversaires qui étaient en face de lui pendant les élections. Il a modifié seule la Constitution sans pourtant passer à la consultation même du référendum que le président Tshisekedi est justement en train de vouloir faire des choses. Ça, c'était de la dictature, contrairement à Tshisekedi qui fait une pyramide inversée, qui s'est dit je ne vais pas modifier seul, je fais venir la population par voie de référendum, qu'on essaie un peu de donner une vraie constitution à la RDC. On est parti plus loin. Plus rapidement. C'est ça l'objectif. S'il vous plaît, soyons concrets. Mais ici, c'est qu'il y a des mécanismes, s'il s'agit de la révision, la constitution le prévoit. Mais vous le savez que vous et moi avions déjà fait ce débat sur ce qui est les concepts qui est utilisé aujourd'hui, changement de la constitution, alors que nous avons une agression injuste qui nous est imposée dans l'est du pays. Et il y a même plusieurs contraintes qui ne permettent pas qu'on puisse atterrir à ces niveaux. C'est-à-dire qu'ici, à Sun City, déjà en 2002, lorsqu'ils sont partis élaborer cette constitution que nous utilisons aujourd'hui, en 2002, il y avait déjà la guerre à l'est. Personne ne va me dire qu'en 2002, il n'y avait pas la guerre parce que la rébellion rwandaise ou l'invasion rwandaise a commencé à occuper notre pays depuis 1996 que nous sommes menacés par le Rwanda. Pourquoi est-ce qu'en 2002, lorsqu'ils sont partis faire la constitution à Sun City, on n'a pas dit que parce qu'il y a l'invasion rwandaise, parce qu'il y a la guerre à l'Est, on ne peut pas élaborer une constitution? Ça, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Si nous avons besoin de donner une vraie constitution qui puisse faire développer notre pays, une constitution qui sera comme ligne de jour de protection pour la RDC, nous ne pouvons pas simplement nous infliger à la guerre parce qu'il y a la guerre, alors qu'on ne peut pas modifier. Quand bien même, déjà, je vais t'informer que cette guerre-là, et même inciter les auteurs incitateurs de cette guerre, c'est Joseph Kabila et Corneille Nangaa qui nous imposent cette guerre-là derrière le Rwanda et qui ne veulent pas que les Congos puissent aller en avant. Merci. Je vous dirai encore ici que les droits de la population sont bafoués. Partant justement, si on peut lire l'article 9 de la Constitution qui stipule que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Dans l'ancien temps, en 1971, il y avait une loi Bakajika qui est venue changer cette loi. En 1971, les sols et les sous-sols appartenaient au Congo. Mais justement, Bakajika est venu, ils ont changé, ils se sont dit, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Depuis que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, la population ne se retrouve plus devant ces juridictions, ou encore la population ne se retrouve plus devant ses droits. Il y a les gens qui vont exploiter aujourd'hui les carrés miniers, mais dans ces carrés miniers, ils vont retrouver les populations qui vivent dans ces territoires-là. Les droits des populations ne sont pas reconnus, on expulse les populations. Sans pour autant penser que lorsqu'on exploite les minéraux ici, on doit reconnaître les droits des jouissances des personnes que nous sommes venus trouver ici. On tue la population, on viole les territoires, on fait passer la population comme si rien n'était, et pour piller les minéraux. C'est pourquoi il faut réviser certains articles de la... Je finis par là. C'est important de réviser certains articles de la Constitution, comme l'article 71, en reconnaissant les droits de jouissance des populations autochtones qui occupent certains territoires. S'il vous plaît. Nous devons respecter les minutes pour tout le monde. J'ai mis un chrono pour 4 minutes à chacun et donc nous devons respecter ça. Sinon, on va pas justement respecter ceux-là qui nous suivent. La question est donnée cette fois, est posée plutôt à mon estimé Élisée Mikaba, qui est de la société civile. Autour de tous ces débats, vous êtes en train de voir la rue qui semble servir les uns les autres, servir l'opposition et la majorité, parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement quand il s'agit d'une question qui va dans son intérêt, il faut faire appel à la population. Mais lorsqu'on revient dans la Constitution, on trouve que le souverain primaire peut se décider aussi sur une question. Mais aujourd'hui, les débats, selon l'opposition, est ramené dans les états-majors, les états-majors politiques ont ramené les débats au sein de la population. Seule la population peut se prononcer sur une question. Je voudrais que vous puissiez faire votre analyse sur ces sujets. S'agit-il aujourd'hui d'une manipulation politique sur la population congolaise ou est-il temps que la population puisse se décider pour dire oui, nous voulons maintenant que nos droits soient respectés et nous voulons une constitution adaptée à nos réalités? Merci cher Cédric. Je pense que pour aborder cette question, il faudrait beaucoup plus d'équilibre pour arriver à bien comprendre certaines choses. Déjà, j'aimerais commencer par aider notre frère Blanchard Mundele en disant qu'il y a quand même, je crois, une différence entre les changements et la révision de la Constitution. Donc la Constitution, ce qui prévoit, c'est de réviser la Constitution. Ce ne sont pas des termes interchangeables parce que vous tentez parler de la révision, même si cette révision-là, il y a certaines conditions qui ont été fixées, mais en même temps, vous parlez du changement de la Constitution. On peut changer parce que la Constitution prévoit la révision. Non, le changement, c'est autre chose. La révision, c'est autre chose. Je pense qu'il faut déjà commencer par ça, comprendre la suite, parce que si vous mélangez les deux, c'est déjà un mauvais départ, et la suite de votre analyse ne pourra plus cadrer, malheureusement. Donc, il faudrait rester cohérent, parce que si ce que Dieu veut et la famille politique union sacrée, c'est les changements. Ce n'est pas la révision de la Constitution. Je pense que ces débats, on a tellement discuté là-dessus. Oui, revenez alors à la question. A été fixé. Oui. Alors, partant de la rue, moi je pense que par rapport aux moyens politiques que disposent des acteurs, c'est vrai que l'institution gouvernement, ils ont des canaux en fait appropriés pour communiquer, pour justement faire passer un message. Et il faut distinguer quand ce message est en train d'être fait de manière institutionnelle et aussi parfois sur des manières peut-être personnelles et tout ce qui va avec. Parce que c'est vrai que chaque acteur, lorsqu'il intègre le gouvernement, il devient membre de l'exécutif. Ouais. Donc, ce qui revient à dire que lorsqu'ils sont en train de faire des actions, très souvent, on voit plus l'action gouvernementale. Les hommes d'État. Ce sont des hommes d'État
qui sont en train de faire des activités. Et on se pose souvent la question même sur le financement de cette activité-là, parce que nous sommes au moment où on sait que cette activité, il y a un financement, il y a des moyens qui ont été mis en place pour que l'activité puisse se réaliser. La mobilisation. La mobilisation, exactement. On peut bien aimer les chefs de l'État, mais est-ce qu'on est à mesure de prendre ses propres fonds pour organiser telle activité, pour soutenir justement l'opinion, par exemple, de ceux qui sont à l'Union sacrée. Donc, moi, je pense que peut-être dans ces cadres-là ou dans cet angle-là, que j'estime que tout ce qui a été mis en place, c'est vraiment dans le cadre du gouvernement. Parce que je ne pense pas que Madame Grace Koudino a mobilisé ses propres fonds pour organiser cet événement. Alors ça pose un sérieux problème. Est-ce que le gouvernement utilise les moyens de la République pour battre déjà campagne sur le changement de la Constitution? C'est là où ça dérange parce que elle est ministre. Vous savez, il y a le projet sur la formation de 250 000 je crois, jeunes en matière de numérique. Ils sont allés dépenser beaucoup d'argent jusqu'aux États-Unis avec toute son équipe, accompagnés même du chef de l'État pour aller signer des partenariats avec Cisco. Ils sont revenus. Ils sont allés, je crois, trouver des partenaires, RTL, Equity, pour les projets agricoles et tout ça. On en est où? Je pense que ce qu'elle devait faire à ces moments, c'est peut-être déjà rendre compte de tout ce qu'elle a réalisé comme ministre de la Jeunesse. Au lieu de nous amener dans une direction, quand elle partait battre campagne, vous voyez, on avait dit qu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise le secteur pour être ministre de la Jeunesse et donner des solutions à des problèmes. Non, le chef de l'État a préféré mettre quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, qui n'a rien du ministère de la Jeunesse et qui décide d'aller consulter pour requérir des besoins, les désirata de la population et ensuite proposer des politiques à mettre en place. Mais bizarrement, ces politiques se transforment en changement de la Constitution. C'est là où moi je ne comprends pas. Est-ce que quand elle partait prendre les préoccupations, cette jeunesse-là, elle disait que non, nous, notre préoccupation, c'était de changer la Constitution. C'est ça qu'elle dit dans son message. Et quand elle était en train de dire des vidéos où on a du mal à comprendre déjà son discours en français, où elle était en train de dire cette dame, enfant soldat, on n'a jamais compris c'était quoi l'idée. Cet enfant soldat-là l'a dit justement, cette dame-là, enfant soldat, l'a dit qu'il voulait qu'on puisse changer la Constitution pour que la situation des enfants soldats puisse changer. C'était vraiment ça la recommandation. Vous voyez que c'est quelqu'un qui utilise l'argent de la République pour... Et vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on finit ses activités, parce qu'on regarde la communication, vous allez voir qu'il fait toujours référence à son père. C'est comme si c'est quelqu'un qui a fait les rêves d'enfance, qui a nourri avec son père et qui est en train d'accomplir son rêve d'enfance, mais avec l'argent de l'État. C'est là où ça fait mal. Et alors, votre lecture en tant que société civile, justement. Notre lecture en tant que la société civile, on voulait dire ceci. C'est que la ministre de la Jeunesse doit comprendre que il y a plus qu'une urgence dans les domaines de la jeunesse. Effectivement. Il y a plus qu'une urgence dans le domaine de la jeunesse. Et c'est vrai que ce sera très compliqué de résoudre tous les problèmes de la jeunesse parce que le problème de la jeunesse aussi parfois demande beaucoup de secteurs à entrer en jeu parce qu'en même temps, elle ne sera pas ministre de l'Emploi, en même temps, elle ne sera pas ministre de tout. Mais elle peut au moins commencer à mettre un cadre en place qui va permettre, comme l'a dit peut-être les ministres de l'Emploi, les autres ministères, parce que la jeunesse a la facilité d'avoir plusieurs ministères autour. Les ministères de formation professionnelle, ce ne sont pas des vieux qui partent se faire former. Les ministères des sports, ce ne sont pas des vieux qui partent au sport. Les ministères de l'Emploi, plus les vieux sont allés en retraite, donc on doit prévenir, même la fonction publique. C'est un ministère en fait qui peut mettre au carrefour plusieurs ministères facilement et permettre justement à la jeunesse. Mais il faut savoir manager tous ces ministères-là pour accompagner la jeunesse. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui ne voit pas tout ça, qui est là pour faire du buzz, elle ne peut que faire ça. Donc moi, je pense que la ministre de la Jeunesse peut encore se ressaisir et mettre en place justement ces mécanismes-là pour faire travailler ces ministères pour que justement la jeunesse puisse se retrouver. Sinon, on risquera de tourner en rond. La jeunesse ne va rien bénéficier et après, la jeunesse sera perdant comme toujours. Donc, moi, je pense que les ministres qui sont passés à la jeunesse n'ont rien fait aussi, mais au moins, ils s'est taisés. Mais elle, en fait, ce qui énerve, c'est que déjà, elle ne fait rien, mais en plus, elle ment au nom de la jeunesse. C'est ça, parfois, qui fait que tout le monde regarde vers elle et elle se sent peut-être attaquée. C'est par rapport à ça. Merci beaucoup, cher estimé Élisée Mikaba. Mais on se pose la question. Ici, les jeunes se disent que les cahiers des charges qui avaient été déjà présentés auprès du président de la République, pour les uns, ne comportent pas réellement les aspirations de la jeunesse congolaise. Mais on s'est dit, mais pour quelle finalité? On revient avec un débat. Vous le savez tous, qu'aujourd'hui, dans les états-majors, nous parlons également de la loi référendaire.
Parlons du débat sur les dialogues, qui est aujourd'hui, les dialogues est présenté comme un moyen pour se dire des vérités et pour régler ensemble certains problèmes. Et la coalition C64 a donné sa position. Elle avait donné un ultimatum au président de la République. Jusqu'au 15 août, ils ont vu que le président de la République n'a rien fait. Il devrait convoquer un dialogue selon eux. Mais les uns ont dit aucune loi, aucune disposition de la Constitution ne donne l'opportunité à l'opposition de faire une forme de pression, d'exercer une forme de pression sur le président de la République. Ça, c'est légal, c'est constitutionnel. Mais aujourd'hui, face à la situation sécuritaire dans l'Est, mais aussi certains problèmes qu'il faut régler pour voir le Congolais décoller sur des bonnes bases, il faudrait que le Congolais se mette autour de la table. D'où cette initiative du président Tshisekedi lui-même avec les confessions religieuses. Mais tout le monde attend aujourd'hui l'ordonnance convoquant le dialogue. Le chef de l'État s'est exprimé au Gabon, à Libreville, ce week-end, pour dire, sous peu, il va communiquer sur l'avenir de cette question. Alors que, d'une part, il y a une forme de pression. Votre analyse, cher estimé Arc-en-Ciel Bikaï, sur cette forme de pression qui s'installe entre les deux. C'est comme si l'opposition voudrait que Tshisekedi fasse les choses selon qu'elle veut. Quelle est votre analyse? Bon, ici déjà, il faut comprendre que nous sommes là pour défendre l'intérêt de la jeunesse congolaise. La classe politique actuelle n'a pas aidé la République à se développer, n'a pas aidé la République à avoir un capital immense qui pouvait être capable de relever les défis majeurs de la société. Ici, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit mon frère Blanchard, que j'admire beaucoup. Bah, il a dit que j'étais dans les faux en disant qu'aucune disposition de la Constitution congolaise ne prévoit le changement de la Constitution. Très chers camarades, ici, si je devais soutenir ce que vous venez de dire... S'il vous plaît. Mais vous n'avez pas bien dit cette histoire. S'il vous plaît. Non, je l'aide. S'il vous plaît. Il est dans son temps, notez la République. Allez. Je pense que nous devons être tolérants. Oui. Nous devons être tolérants. Il parle de l'article 218 de la Constitution. Moi, je pense que vous devez noter ça pour aller exposer ça à l'école du parti quand vous serez là-bas chez Mouzitou. Donc, l'article 218 de la Constitution congolaise, dans son préambule, vous allez voir qu'on a parlé de la révision constitutionnelle. Quand on parle de la révision constitutionnelle nécessite à ce que certaines dispositions de la Constitution puissent être modifiées. C'est pour cela que certains parlent de la modification de la Constitution, d'autres parlent de la révision. Donc la révision constitutionnelle et la modification constitutionnelle, ce sont des concepts qui sont utilisés quand on veut faire des ajustements dans certaines dispositions de la Constitution pour essayer un peu de cadrer la réalité de la société à la Constitution. Il a parlé de l'article 220 il a été dans des inepties pour comprendre que il a sauté l'article 219. Aujourd'hui, si moi j'admettais de soutenir ce que lui a dit, que le changement de la Constitution est constitutionnel. L'article 219 ici nous parle que on ne peut pas réviser la Constitution si le pays est dans l'état de siège, soit état de guerre. Là, il ne l'a pas lu. Parce que je ne sais pas s'il est en train de parler de la constitution de ChatGPT ou bien de la constitution congolaise. Donc ici, il faut comprendre, chers camarades, la constitution congolaise, je mets quiconque à défi. La constitution congolaise ne prévoit nulle part son changement. Quand on parle du changement de la constitution, c'est-à-dire nous devons changer la constitution, prendre ce que nous avons aujourd'hui, abolir cette constitution pour que nous puissions avoir une nouvelle constitution d'où on aura un pouvoir constituant originaire qui sera là mis en place pour essayer un peu d'élaborer une nouvelle constitution. Et puis, partant de l'élaboration de la constitution, ici nous sommes en sciences politiques. Pour qu'il y ait élaboration d'une nouvelle constitution scientifiquement parlant, premièrement, il doit y avoir putsch ou bien coup d'État dans une république déjà sérieuse. Parce qu'ici, on parle des amendements sous d'autres cieux, donc qui fait allusion ici à la révision constitutionnelle. Donc vous ne pouvez pas punir dans un plateau serré comme ça pour dire du n'importe quoi, cher. C'est vous qui ne comprenez pas. S'il vous plaît. Il faut recadrer les choses. Il a dit qu'aucun article ne prévoit les changements de la Constitution. C'est ce qui je sais. Oui, aucun article ne prévoit les changements. Aucun article ne prévoit les changements, mais ça prévoit la révision. Allez-y. Non. Il y aura une nuance. Je vais parler sur ça. Très cher Cédric, nous sommes dans un plateau pédagogique. Vous avez la Constitution avec vous. Moi, je prends mes minutes. La question, je vais revenir. Vous nous lisez l'article 218. L'article stipule que la révision constitutionnelle ne peut avoir lieu que
sur proposition du président de la République et j'en passe. Allez-y. Mais lui parle du comprends, changement moi. de la Constitution. Je comprends quoi. Donc ici, si on veut parler du changement de la Constitution, étant que scientifique, on ne peut pas venir sur un plateau sérieux parler du changement de la Constitution parce que c'est prévu nulle part. Il ne peut pas l'éprouver ici. Mais cette question, Et puis, la question est ramenée je au reviens niveau de l'Assemblée nationale. je reviens sur la question sur la loi référendaire. Ici aussi, si nous voulons parler de la révision constitutionnelle, pendant ces temps, nous devons éclairer. Non, nous devons éclairer notre population. Nous devons éclairer notre population. Ici, même si pour parler de la révision constitutionnelle, l'article 219, aujourd'hui, il ne peut pas avoir lieu une question sur la révision constitutionnelle parce que nous sommes en état de siège. Et la Constitution interdit cela. Parlant de la loi référendaire, ici, comme je vous ai dit, les questions prioritaires de la République, qu'est-ce que nous, la jeunesse congolaise, nous voulons? Au-delà de ce que Mme Grace Coutinho avec ses frères de l'Église et sœurs de l'Église, ils ont tenu une manifestation pour dire que la jeunesse, c'était les frères de l'Église et les sœurs de l'Église. Donc, et les mamans de l'Église, nos mamans que nous respectons. Mais c'est la vérité, il y a des images. La loi référendaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, une loi qui a été renvoyée aujourd'hui au Parlement pour que ça puisse être tout ça. Très cher Cédric, moi j'ai très mal de voir aujourd'hui que la République et une partie de notre pays est occupée, mais il y a un certain groupe de gens qui ne comprennent pas que l'intérêt général doit primer au-dessus des intérêts particuliers. Aujourd'hui, la priorité en République démocratique du Congo, c'est de mettre la fin à la guerre, aux atrocités que subissent nos mamans. C'est du travail. Mais ici, il faut voir pendant combien de temps aujourd'hui Bunagana a été occupé. Les Goma, les Bukavu. Aujourd'hui, il y a combien de temps? Aujourd'hui, on devrait. Aujourd'hui, sur le plan politique, la crise politique, l'un des mécanismes prévus sur le plan politique pour mettre fin à une crise, nous avons les dialogues. Nous, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, notre souci, c'est que les acteurs politiques qui sont en train de nous gouverner, et c'est là qu'ils sont dans l'opposition, et nous, la jeunesse, l'on devait se mettre autour d'une table pour discuter sur les questions essentielles de notre pays. Mais les dialogues sous la médiation de l'ECC et la CENCO. Parce qu'aujourd'hui, la médiation ne peut pas provenir de l'extérieur. Les questions entre les fils et fils de la nation ne doivent que se discuter sous une médiation congolaise. Justement, au sein de la classe politique, il ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, si la CENCO ne fait pas l'unanimité, aujourd'hui, nous pouvons parler des confessions religieuses. Alors, si cela pouvait arranger tout le monde, parce que tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas de l'église des réveils, on pouvait avoir une médiation avec nos religieux, nos papas religieux, qui pouvaient se unir, mettre autour d'une table tous les Congolais, toutes les parties, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'opposition, la C64, vous parlez de la majorité, il faut aussi parler de la jeunesse. Il faut parler, parce qu'aucune décision ne sera encore prise dans ces pays sans que la jeunesse y participe. Parce que c'est nous comment pourrais-je dire? Représentant de la jeunesse, la ministre de la jeunesse. Non, mais au dialogue, la ministre de la jeunesse ne va pas participer au dialogue pour représenter la jeunesse. Ici, nous parlons d'un dialogue politique, d'où nous allons voir le président de la République qui va mettre les acteurs politiques. Aujourd'hui, il faut même aller au-delà. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes arrivés dans cette crise à la partie est de la République démocratique du Congo? C'est suite aux élections qui ont été organisées par aux élections qui passaient 2023-2018. Et aujourd'hui, pour demander aux fils de la nation, aux fils du pays, qu'est-ce que vous voulez pour que nous puissions avoir la paix de notre pays? C'est un problème. Merci. Parce que le gouvernement congolais, je vais atterrir par là. Le gouvernement congolais a négocié avec l'AFC M23 à Doha. Ils ont négocié avec Kagame à Washington. Pourquoi pas mettre les fils et filles du pays autour d'une table pour discuter sur les questions qui leur concernent? Merci beaucoup, cher estimé. Mais vous aurez le temps suffisamment de répondre peut-être sur cette question. Mais la grande question ici, c'est que, bien sûr, le gouvernement négocie avec les rebelles à Doha et aux États-Unis. Ce n'est pas une question vraiment taboue, tout à fait. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les indices dégagés par les rebelles du 1-23 dans l'est du pays ne donnent pas l'impression des Congolais qui protestaient juste contre le pouvoir en place. Mais au moins, ils donnent l'impression d'une coquille utilisée par un président extérieur pour faire du mal aux Congolais. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est un problème de la force militaire. Pourquoi je vais dire ça ici? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse nous respecter à la sous-région, en Afrique, au monde, nous devons être forts militairement. Merci. Si le gouvernement savait que ces personnes-là sont utilisées par un pouvoir extérieur pour nuire au régime, on allait utiliser la force militaire
pour les dégager, Merci pour les beaucoup. mettre en dehors de nos territoires. Si cela n'est pas fait et que le gouvernement a trouvé mieux de négocier avec ces personnes-là, il est aujourd'hui indispensable que nous, les jeunes Congolais, Merci. que cette classe politique congolaise ne puisse pas participer à ces discussions. Qu'est-ce que le gouvernement discute avec les rebelles sans pour autant que nous, la jeunesse, nous puissions être au courant de Merci ça. beaucoup, cher estimé Arc-en-Ciel Mbikaï. La question posée cette fois-ci à Alfred Omeonga. Avec le réseau des Congolais impliqués, vous avez toujours prôné les dialogues, un dialogue franc, mais on connaît les formats. On connaît les formats déjà. Il y a ceux-là qui se disent, bien, qu'on parte seulement à cette table-là, on connaît comment ça va se passer. Nous allons nous servir, c'est partager les gâteaux, et puis revenir dans les institutions comme d'habitude. Et là, pensez-vous que si seulement on utilisait ces formats, les problèmes des Congolais seront-ils résolus, ou carrément rester dans la logique du président de la République qui dit coûte que coûte, les rebelles, pas question, ceux-là qui ont des antécédents avec la justice, pas question, et ceux-là qui soutiennent la rébellion, ils n'auront même pas l'opportunité de franchir justement les perrons de ces lieux-là qui sera choisi pour ces dialogues. Quelle analyse portez-vous en tant que coordonnateur des réseaux des Congolais impliqués? Merci beaucoup encore une fois de plus, Cédric Machala. Mais je vais quand même rétorquer un peu sur une question Plus qui a rapidement, été, oui, plus rapidement. posée ici par rapport à la révision de la Constitution. Frère. Moi, je pense que c'est une question sensible qui devait être vraiment bien analysée pour l'aborder, en fait. Tout ça. Alors, ramasser tout ça et commencer à dire de n'importe quoi, j'ai vraiment écouté une sorte d'absurdité énorme, en fait, ici. Parce que lorsque nous parlons même des changements de la Constitution, les changements de la Constitution actuellement, mon frère, entre nous, au moment où nous sommes agressés, au moment où il y a un état d'urgence qui a été décrété. Alors que état des sièges plutôt qui a été décrété par le chef de l'État d'ailleurs lui-même, tout ça. Est-ce que c'est ce moment ici, nous pouvions parler vraiment des changements de la Constitution, et que si vous pouvez constater avec moi ici que déjà dans ces plateaux ici, il y a déjà une cacophonie parce que nous sommes parce que nous avons de différents lorsque nous abordons cette question au niveau des concepts. Il y a ceux qui sont pour les changements de la Constitution, il y a ceux qui sont pour la révision constitutionnelle, il y a ceux qui sont pour le maintien de l'ordre institutionnel. Alors, dis-moi un peu, nous qui sommes ici d'abord, qui parlons très bien français comme ça, qui francisent très bien comme ça, tout ça, nous qui avons cette capacité de bien franciser comme ça, nous avons d'abord problème de ce concept-là. Alors, nos papas, nos mamans qui sont dans des villages, qui sont partout en RDC, comment ils vont comprendre l'avantage et les désavantages de cette constitution, soit changer, soit modifier, soit faire tout ça. Moi, je pense qu'il faut... Tout doit partir de la base. Tout doit partir de la base. Bien expliquer d'abord la population. Pourquoi devons-nous changer la constitution? Pour quel but? Pour obtenir quoi? C'est dans cette optique que nous devons peut-être parler de la Constitution. Mais moi, je pense que s'il faut maintenant aller plus loin, état coordonnateur de réseau des Congolais impliqués, je pense que maintenant, nous avons besoin d'abord de prioriser les dialogues. Pourquoi nous sommes en train de dire de prioriser les dialogues? Parce que nous sommes dans des différends. Nous sommes agressés. Aujourd'hui, la partie est de notre pays et la grande partie est maintenant hypothéquée, moi je peux même dire. Et pas hypothéquée, occupé par... Voilà, illégalement. C'est ça en fait. Occupé aujourd'hui par le M23, tout ça, qui sont de fils congolais. Alors moi je pense que c'est il faudrait, ceci nous pouvons par exemple réfléchir dans le sens où le chef de l'État qui convoque les dialogues. Si on part dans cette optique où on inscrit en fait le changement de la Constitution dans les matières en fait, dans le truc de dialogue. Donc, parmi les questions qui seront peut-être traitées lors du dialogue, on peut dire qu'on peut mettre aussi cette question de révision, soit changement de la Constitution. Déjà, c'est la condition pour la coalition C64. Je ne veux pas de cette question. Moi, c'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, c'est à partir de là que nous allons voir
est-ce que ces acteurs que nous sommes en train de soutenir, que nous sommes en train de voir, sont vraiment pour l'intérêt supérieur de la nation, soit ils sont là pour leur intérêt privé. C'est ça en fait le vrai problème que nous sommes en train. Nous, État que réseau des Congolais impliqués, nous sommes en train de dire que voilà, maintenant là nous sommes les enfants d'une même famille et que nous sommes ici en train d'être agressés par un étranger. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit fédérer nos forces, rassembler d'abord nos forces pour chasser l'ennemi et question maintenant de régler nos différends entre nous dans la maison. En fait, en RDC, comme le président de la République est en train de dire. Merci beaucoup, cher estimé Alfred Omeonga. Blanchard Mundele, une question vous est posée. Tout droit dans les yeux. Ici, il y a de ceux qui pensent que cette opposition peut également proposer une chose, une alternative au président de la République ou bien au pouvoir en place pour finir la guerre dans l'Est du pays. Quand vous prenez ces acteurs politiques, ils sont, d'ailleurs, pour la plupart, ils ont voulu mener leur combat de la non-violence, comme l'UDPS à un certain moment. Ils ont voulu à ce que nous, on ne va pas toucher aux armes, nous, on reste à Kinshasa. S'il faut critiquer Tshisekedi, on critique face à face. Et ce gens-là, semble-t-il, ils ont des bonnes analyses, ils ont des bonnes alternatives à proposer au pouvoir en place, et le pouvoir en place peut s'en servir pour finir cette histoire de guerre dans l'Est du pays. Ne pensez-vous à peut-être que les formats dialogue prônés justement par proposés plutôt par le pouvoir en place, et si seulement on revenait aux conditions de l'opposition, on va justement atterrir à un terrain d'entente qui va résoudre les problèmes. Je suis membre du parti politique Nouvel Élan. Ici, j'allais dire que nous, lorsque nous venons dans les débats, nous faisons l'état des lieux de la situation, nous critiquons et nous apportons des propositions qui peuvent décanter la situation afin qu'il y ait une solution durable. Et c'est ça que nous faisons dans toutes nos sorties médiatiques, dans toutes nos propositions, voire même lorsqu'on écrit les tribunes. L'excellence, monsieur le vice-premier ministre Adolphe Mouzoudou écrit les tribunes. Il fait l'état des lieux, il critique ce qui est actuellement et puis il propose les choses qui peuvent apporter une alternative positive pour le pays. Lorsque les opposants veulent réellement les dialogues, ils pensent que peut-être si les dialogues pouvaient résoudre cette crise à l'Est, mais qu'ils nous étalent sur la table ces propositions-là. Mon frère en face, est-ce que je suis en train de parler? Déjà, on ne peut pas venir chercher un dialogue pour étaler vos idées dès lors que la population ne connaît pas. La chose qui fera que les gens acceptent ce que vous proposez, c'est déjà, même pendant les élections, lorsqu'on va dans les élections, on vote pour quelqu'un lorsque la personne vous propose son projet de gouvernance sur la table et dans le média. J'ai dit, je ferai ça quand je serai député, je ferai ça. Et les gens disent que non, effectivement, cette personne a des bonnes intentions. On va voter pour lui ou pas. Et c'est comme ça, même quand nous venons dans les débats politiques, on ne peut pas seulement venir avec la critique ici. On veut le changement de la Constitution du côté opposition. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on va résoudre dans ces changements de la Constitution? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on va résoudre dans ces dialogues que vous voulez? Nous allons résoudre ça, il y a ça, il y a ça. Mais les opposants viennent dans un débat où ils veulent s'imposer. Ils imposent des choses, ils donnent même des ultimatums qu'ils n'ont même pas les droits, que la Constitution ne donne même pas les droits. Ouais. Aucun article de la Constitution ne prévoit que les opposants doivent imposer au président de la République qu'il y ait dialogue. Ça, c'est, je ne sais moi comment je peux appeler ça, mais j'ai un peu de réserve. C'est ça maintenant l'incompétence intellectuelle. Quand on vient dans un débat, venez avec les critiques historiques. Faites l'état de lieu, démontrez-nous que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Et vous nous dites, voici maintenant la voie à suivre. Malheureusement, mes frères qui sont là en face, ils sont incapables de me dire aujourd'hui, ils veulent les dialogues. Qu'est-ce qu'ils vont résoudre concrètement dans ces dialogues? Ils peuvent nous expliquer. La deuxième chose, mon frère a parlé sur l'explication préalable à la population s'il faut qu'il y ait changement de la Constitution. On veut changer la Constitution, il faut d'abord commencer à expliquer aux Congolais pourquoi on veut le changement de la Constitution ou pourquoi est-ce qu'on ne veut pas. Oui, il y a également une certaine nuance. Là, je rejoins également mon frère et mon frère Steve Mbikai qui est en face de moi. Arc-en-ciel Mbikai. Arc-en-ciel Mbikai qui est en face de moi. Ici, il y a aussi une nuance. Ça, peut-être que ça sera aussi de la part de la majorité présidentielle ou la communication du gouvernement de pouvoir un peu très bien expliquer ces termes-là. Est-ce qu'on veut le changement ou la révision? Oui, moi je me dis qu'ici c'est la révision parce que tous les articles dans la Constitution ne sont pas mauvais. Il y a des articles qui sont bons qu'on ne peut pas changer. Mais il y en a qui vont nécessiter réellement qu'il y ait modification. Ici, il s'agit de la modification de la Constitution. Lorsqu'il nous parle de l'état des sièges qu'on ne peut pas modifier la Constitution, je vous reviens, chers Congolais, nous sommes jeunes. Personne n'est contre quelqu'un. Ici, nous faisons réellement des analyses, nous donnons les idées pour que notre pays puisse bien marcher, qu'on trouve un développement durable. Kabila a élaboré cette Constitution-là à son époque. Il a taillé la Constitution sur mesure, il a mis des verrous,
Il savait qu'un jour il va quitter le pouvoir, il va aller provoquer la guerre à l'Est. Et l'article de la Constitution dira, par exemple dans l'article 19 qu'il dit, ça dira que on ne peut pas modifier la Constitution lorsqu'on est dans un état de siège. Kabila il savait qu'il va quitter le pouvoir, il va provoquer la guerre à l'Est. Et les Congolais ne peuvent pas modifier la Constitution pendant que la guerre existe à l'Est. Encore une fois, s'il faut partir plus loin, mon frère en face m'a parlé qu'il faut expliquer d'abord le préambule à la population, pourquoi la modification de la Constitution. Il faut dire à la population qui nous suit, c'est normal qu'on procède à la modification de cette Constitution. Allez-y lire. Nous avons élaboré cette Constitution-là pour objectif de faire partir les belligérants. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire. Posez la question à Martin Fayoulou, posez la question à toutes les grandes personnes qui ont pris part dans l'élaboration de la Constitution à Sun City. C'était une Constitution qui avait pour objectif de faire partir les belligérants. Enfin, on va rester élaborer une Constitution définitive qui va faire marcher le pays. C'était ça le problème. Depuis qu'on a pris cette Constitution-là, on l'utilise jusqu'à présent. Joseph Kabila l'a modifié lui seul en 2011 sans pourtant consulter une personne. Il a fait passer ça par la dictature. Personne n'a fait un problème. Mais ici, tu sais qu'il dit, la question abordée à Sun City que la Constitution était élaborée provisoirement pour faire partie des belligérants. Aujourd'hui, c'est le moment pour les Congolais d'adopter ou d'élaborer ou de modifier une vraie Constitution qui cadre aux réalités de la population congolaise. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Maintenant, quand est-ce qu'on va corriger cette erreur-là qui disait qu'on va élaborer une constitution après pour faire partie des belligérants, après on va élaborer une nouvelle constitution. C'est maintenant le temps pour nous. Fort et malheureusement que nos frères, ils pensent seulement entrer dans le jeu au pouvoir, mais ne prévoient pas les mécanismes. Qu'est-ce qu'ils viendront faire? Proposez-nous les propositions idéologiques que vous viendrez faire quand vous aurez le pouvoir, mais ne voulez pas seulement demander des dialogues pour accéder dans le pouvoir. Et pour finir, peut-être je vais finir par là, l'initiative de la révision constitutionnelle. Nous parlons de la révision constitutionnelle comme vous le voulez, les mots semblent élégants à vos égards. La révision constitutionnelle ne peut avoir l'initiative de proposer la révision constitutionnelle. On a cité ici. L'initiative, c'est au président de la République. Tout le monde le sait. Je vais citer. Au gouvernement, après délibération en Conseil des ministres. On connaît. Donc, c'est un peu ça. La modification de la Constitution n'est possible que au président de la République. C'est comme ça que Tshisekedi a donné cette initiative à la population. En faisant voir à la population le pourquoi d'échanger ou plutôt de modifier cette constitution-là parce que ça a été élaboré provisoirement pour faire partie les belligérants et plusieurs articles dans cette constitution-là ont été violés par Kabila. Mais je voulais expliquer les choses parce que c'est là le débat. Si on n'explique pas à la population, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il faut modifier la constitution. Alors, je passe la parole à Élisée Mikava. Élisée, on va terminer avec vous parce qu'il nous reste 2, 3, 4 minutes pour qu'on puisse terminer cette émission. La lecture s'est faite au niveau où les présidents de la République voudraient bien que la République démocratique du Congo puisse se doter d'une constitution adaptée à sa réalité. Le président de la République qui a accueilli la loi référendaire après débat justement au Parlement, qui a envoyé la question à la Cour constitutionnelle, et la Cour à son tour a relevé quand même certains éléments qu'il faudrait retravailler. Démocrate il est, Tshisekedi renvoie également cette question au niveau de l'Assemblée nationale et elle est inscrite à la session qui va débuter au mois de septembre. Votre lecture ici, ces reculs démontrent-ils les niveaux d'un président qui a voulu que tout soit dans l'intérêt du peuple et les qualificatifs aujourd'hui accordés à Tshisekedi par l'opposition qui exerce une forme de pression, c'est juste pour les calculs politiques. Voilà. Vous savez, c'est vrai, je vais aborder la question dans ce sens-là. Mais moi, je reste plus... J'aimerais faire remarquer juste quelque chose. Ça fait quand même mal de voir un professeur droit constitutionnel, un professeur de droit qui prend son temps, qui élabore une loi. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui enseigne... Non, exactement. Ouais. Il est prof. C'est-à-dire qu'on peut l'accorder justement cette présomption de connaissance, disant que il connaît la Constitution. Il faut dissocier également... Mais s'il se met pour élaborer une loi, où il sait que c'est ce que je suis en train de créer, ce que nous sommes en train de faire, n'est pas constitutionnel, mais pour faire plaisir au chef de l'État,
vous élaborez quelque chose comme ça qui arrive jusqu'à la Cour constitutionnelle, ou les juges qui sont là aussi, C'est prévu dans l'article 5. ou les juges qui sont même à la Cour constitutionnelle, la majorité ne sont même pas constitutionnalistes. Ah bon? Oui, mais ils arrivent quand même à détecter qu'il y a des hérésies dans la loi que vous aviez écrite. Et quelqu'un comme ça, bon, parce qu'il a écrit ça hein, en tant que député, c'est l'Assemblée nationale, il y a 500 messieurs ici des différentes régions, d'autres qui comprennent même pas ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est normal. Après, mais quand même, moi je vois plus l'initiateur de la loi, parce que je ne pense pas que cette loi a été tellement modifiée ou soit a connu beaucoup de propositions. Déjà, à voir comment c'est passé. Donc, je peux me dire que cette loi-là, forcément, est venue telle que le professeur à rédiger. Maintenant, comme moi je me pose une question. Il faut voir la qualité des professeurs que nous avons. C'est-à-dire que nous avons des gens, quand ils sont devant l'auditoire, ils enseignent autre chose. Mais quand il faut entrer maintenant dans l'application, dans la vie publique, ce sont des gens qui se mettent à écrire des hérésies, à élaborer de n'importe quoi juste pour faire plaisir au président de la République. Et c'est quelque chose qui me fait mal. Moi, je me pose la question. Lui, qui a fait une loi, considérant que c'était un TP, considérant que c'était un examen qu'il a soumis, est-ce qu'il a réussi ou pas? Est-ce qu'il doit encore rester professeur? Il doit demeurer professeur. Parce qu'on s'est dit que lui-même, il a élaboré un travail qu'il a soumis et qui a été rejeté. Bon, c'est quoi la valeur intellectuelle qu'on accorde toujours à ces messieurs qui aillent à faire ce genre de choses? Vous voyez le genre d'hommes politiques congolais que nous sommes en train de formater, que nous avons dans notre pays. Et justement, c'est ça. C'est un peu comme notre frère est en train toujours de démérer dans ce qu'il est en train de dire. Bon, on les concède, vous voyez. Lui-même, il nous traite de ne pas apporter des propositions, mais depuis qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il a fini, il n'a même pas dit pourquoi il faut changer la Constitution, c'est quoi les bien fondés. Mais j'ai expliqué, non? Et une constitution élaborée pour faire partir les belligérants afin d'adopter une constitution définitive. S'il vous plaît. La proposition, c'est ce que je fais. S'il vous plaît. Même si j'entrais dans la bêtise en disant que c'était une constitution pour faire partir les belligérants, rien ne prouve que si on élabore une constitution pour faire partir les belligérants, automatiquement c'est une mauvaise constitution. Non, on peut élaborer directement une bonne constitution pour faire partir aussi les belligérants. Donc même si j'entrais dans son raisonnement, vous voyez que il n'est pas toujours cohérent dans ce qu'il est en train de dire. Et lui-même, il ne propose rien. Si vous lisez l'article 9 de la Constitution, il dit quoi? Maintenant, il dit, il faut aussi lire la Constitution et regarder la réalité en face. L'article 9 de la Constitution dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais que l'État exerce la souveraineté sur ces personnes. Non, mais il faut éclairer les choses. L'article 9 de la Constitution. Il faut changer l'article 9, l'article 71, remettre ces articles à la logique. Il faut faire la différence. Mais si aujourd'hui on veut dans les débats, on ne veut pas regarder les contenus. Calmez-vous. Oh là 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 là. La différence, la part des choses. Ici, c'est pas un plateau où on doit commencer à se discuter comme si... Oui, mais il faut lire les contenus. Pas refuser catégoriquement, il faut savoir comment on refuse. Vous avez les temps, vous avez un stylo, vous avez un papier, il faut noter. C'est pas un marché quand même. Et nous devons être d'accord. D'accord, on est d'accord. Allez-y. Donc, je disais, voilà, donc s'il faut vraiment vous intéressez dans quelques minutes. évoluer dans ces sens-là. Donc, moi, je pense que ces temps ici, nous savons tous la priorité. Il y a les pays qui sont occupés à l'Est. Je pense que tous les efforts et tout ce que nous devons faire doit aller dans ce sens-là. On veut que notre pays soit libéré. On veut que notre pays, dans ce qu'il faut faire, on attend toujours que notre armée puisse répondre aux attentes de la RDC. Parce que quand on vient au pouvoir, c'est pour diriger, on sous-entend qu'on a un programme et on sait ce qu'on vient faire au pouvoir. On a quand même mis suffisamment de temps. Il n'a que 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, par rapport à la Constitution, le chef de l'État a eu presque 80% du temps qui a été prévu à un chef de l'État de diriger les pays. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on peut faire grand-chose. Donc aujourd'hui, on a 80% du mandat du chef de l'État. Je pense que il ne peut plus donner des raisons. On peut pas toujours ramener tout sur le dos de quelqu'un qui est passé il y a cela plus de 7 ans, 8 ans. Merci. Un individu ne peut pas être plus fort que toute la République. Merci. Et on va rester là pendant 10 ans en train de plairer. Non, c'est lui qui continue à agresser les pays. Merci. Je pense qu'il est temps de bâtir l'armée qui sera capable de défendre notre pays et de relever notre pays. Je pense que c'est ça la priorité. Merci. Changement de la Constitution, marche à gauche, marche à droite, ça ne nous amènera à rien. Nous sommes obligés d'arrêter ici parce que nous sommes allés au-delà. C'est bon, on a une surprise spéciale sur ces plateaux. Bien sûr, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Élisée Mikaba qui est avec nous ici. Merci. Grand analyste politique, acteur engagé de la société civile et directeur général de l'Omina Concept.
En ce 17 août 2026, l'équipe d'Api Télévision, les membres de l'émission Politique Thermomètre de la RDC, ainsi que son présentateur Cédric Baron Bachala, vous adressent leurs vœux les plus chaleureux. Justement, et que cette nouvelle année vous apporte une santé de paix, de nombreuses réussites professionnelles et une inspiration continue pour éclairer le débat public avec pertinence et rigueur. Joyeux anniversaire, Merci. Joyeux anniversaire, monsieur. On vous souhaite que vous puissiez fêter en paix et en prospérité, justement. Merci. Joyeux anniversaire à vous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. La bastati masoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Grâce à Dieu pour les dons que tu es. Une année de plus, pas fait ta caca.